Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, le film Gladiator 2 va bientôt sortir au cinéma, la suite du premier film assez culte avec Joaquin Phoenix, Russell Crowe. Les musiques de Hans Zimmer est dirigé par Ridley Scott. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce deuxième opus qui est toujours dirigé par Ridley Scott, si ce n'est un ou deux trailers. Et comme d'habitude, pour tous les films historiques qui sortent, à la sortie d'un trailer, on va avoir toute une flopée de vidéos réactions d'historiens qui vont venir réagir pour contextualiser l'œuvre, mais aussi pour mettre en avant les imprécisions historiques. Mais ces vidéos et ces historiens sont-ils vraiment fiables? Et bien c'est ce qu'on va essayer de voir. On va prendre une vidéo, celle qui a le plus de vues, de type un historien réagit au trailer de Gladiator 2, et on va essayer de voir s'il y a des petites imprécisions, voir si on nous raconte des bêtises ou pas tout simplement. Donc la vidéo que j'ai sélectionnée, c'est une vidéo de la chaîne History Hit qui nous est présentée par Tristan Huge. Hello, I'm Tristan Hughes. I'm the host of the Ancients podcast and doer of all things ancient history at History Hit. Alors tout d'abord, avant même de lancer la vidéo, il faut se demander, est-ce que cette personne-là, Tristan Huge, est-il un historien? C'est la première chose quand même à vérifier. Alors il a bien fait des études d'histoire à Édimbourg, mais j'ai pas vu d'article. Il sort son premier ouvrage, je crois, sur les diadoques. Donc bon, c'est pas vraiment un historien spécialisé. Sur son site personnel, il se présente plutôt comme un présentateur en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, il faut pas être historien pour faire un contenu de qualité, évidemment. Par contre, avant même de lancer la vidéo, c'est une remarque qu'on peut faire un peu plus problématique, c'est qu'il y a aucune source dans les commentaires. Et bon, j'ai déjà regardé la vidéo une fois, il y en a pas dans la vidéo non plus. Et ça, c'est quand même un peu dommageable pour une vidéo d'histoire. Mais bon, passons. Lançons cette vidéo. Well, let's get going. Here we go. 3-minute trailer. I love it. It starts now. I remember that day There he is, main character. Lucius grown up. Flashbacks of Gladiator 1. that a slave could take revenge against an emperor. End of Gladiator 1. I don't know. Connie Nielsen reprising her role. I don't know her father. This part of the film, when Lucius is growing up, he's in North Africa, Roman North Africa, so probably a place like Numidia, Algeria today. Donc là, je suis pas vraiment d'accord avec son assumption. Donc il dit que cette partie du film où Lucius a l'air de grandir, ça devrait être la Numidie. Donc bon, voilà, le Maroc, l'Algérie actuelle. Bon, on voit des pyramides en fait, hein. On voit des pyramides sur un plan, donc je dirais plutôt l'Égypte. Mais je comprends pourquoi il dit ça, puisqu'il y a plusieurs personnages importants de cette période qui viennent de cette province d'Afrique en fait. On a Macrin, le personnage qui est incarné par Denzel Washington, qui est originaire de Mauritanie, il me semble, et aussi toute la dynastie des Sévères, on va en reparler, mais qui vient de Lepsis Magna, donc l'actuelle Libye. Donc peut-être que c'est pour ça. Mais bon, les pyramides me feraient dire que c'est plutôt quand même en Égypte. You will be my instrument. Ah, there's Denzel Washington. You will be my instrument. Interesting. Did you hear that crowd? Là, il y a une scène de triomphe. Je pense que les statues devaient être peintes. Là, on voit des statues sur le Colisée. On voit souvent l'Antiquité comme ça en blanche, alors que la plupart des statues étaient peintes. J'ai vu dans une autre vidéo que les statues, voilà, ailées en or, en haut des pylônes, c'était pas bon puisque c'était une figure du coup plutôt chrétienne, donc qui arrive un siècle après, vers le 4e siècle. Mais ça peut être aussi des abstractions divinisées de la victoire, Victoria, qui sont souvent représentées comme ça avec des ailes. Voilà. The greatest On a Pedro Pascal là qui est sur un char, c'est sûrement une scène de triomphe, on va y revenir un petit peu plus tard. temple. But you've got to have a triumph scene. The colors. Aha, okay. Because this is what they Flooding the Colosseum. power. A naval battle. Donc là, la scène qui nous est représentée, c'est une scène de Nomachi, donc ça veut dire en fait bataille navale. C'est des spectacles qui avaient bien lieu. La première, on a peu de sources hein, globalement, hein, on a quelques sources littéraires et pas de sources archéologiques. La première source qu'on a, la première attestation de Nomachi qu'on a, c'est une qui est organisée par Jules César. Il y en aura ensuite une organisée par son fils adoptif Auguste. Les deux, en fait, ça sera des bassins creusés et alimentés par le Tibre, dans lequel il y aura plusieurs milliers d'hommes qui vont s'affronter. Claude en fera une aussi bien plus tard. Elle est assez célèbre celle-ci puisque c'est dans cette bataille-là, dans cette Nomachi-là, que Suétone et Dion Cassius nous rapportent que les soldats, enfin les esclaves condamnés à mourir,
avant de partir se battre, ils auraient dit à l'empereur, ceux qui vont mourir te saluent. C'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve après dans plein de films. Mais en fait, ça a été dit qu'une seule fois, et c'était pendant cette naumachie de Claude. Ensuite, sous Néron, on va avoir du coup la première naumachie organisée dans un amphithéâtre, un peu comme celle qui nous est représentée. Il en fera aussi une autre dans un bassin. C'est sous Titus qu'il y aura la première naumachie organisée dans un colisée, comme ce qui nous est représenté dans le film. Il y aura ensuite d'autres naumachies sous Domitien, puis sous Trajan, mais ça va globalement s'estomper. Et vers le IIIe siècle, on n'a pas de source qui en parle, il me semble. Alors il y en a une avec Elagabal, mais c'est n'importe quoi. C'est une source peu fiable. On nous dit que c'est une naumachie avec, il me semble, des canaux remplis de vin. Enfin, c'est une source, un peu bancale. Bref, globalement, c'est un spectacle qui va, vraiment, perdre, en popularité. What's also interesting here, which I love, is the fact that if you look closely, if you look at the details of this trailer, you will notice and kind of stop on split seconds. You'll notice that there's sharks in the water. Now, I don't think that the ancient Roman Naumachia also kind of had these marine beasts in the water when they were fighting, so that, you know, if you fell overboard, you'd be eaten by sharks. But once again, that's just kind of going a bit over the top. That's Hollywood, that's the epic movie vibe, but that's quite cool that they got sharks in the water too. Alors non, pas de requins pendant les Némachis, du moins on n'en a aucune source. C'est vrai que ça paraît un peu invraisemblable, mais pas tant que ça au final, puisque on a du coup Dion Cassius qui nous raconte que pendant la première naumachie organisée en amphithéâtre par Néron, quand l'eau est arrivée, il y avait aussi des poissons et des monstres marins. Alors, on n'en sait pas plus. C'est dommage, on aurait aimé qu'il soit un peu plus bavard et qu'il nous raconte ce que c'est que ces monstres. Est-ce que c'était juste des gros poissons, des cétacés, des requins, on ne sait pas. Mais alors, voilà, c'est quelque chose qui a pu être possible. Titus, bon alors là, ça n'a rien à voir hein, avec les requins, mais je trouvais ça rigolo de le dire. On a une source, voilà, où on nous raconte que pendant la naumachie de Titus, il y avait des animaux qui avaient été dressés pour faire des tours, des chevaux, des taureaux, voilà, et qui nageaient, qui faisaient des tours. Il y a Martial aussi qui nous raconte qu'il y avait un spectacle avec 80 nageuses qui faisaient en fait des figures synchronisées. Comme quoi, dans les amphithéâtres, c'était pas que du sang, des larmes, etc. Il pouvait y avoir aussi un peu de beauté et de poésie. One last point on that Naumachia, you'll also notice a scene where it looks like an archer on one of the ships who has a Greek Corinthian helmet on. And this is a fun little fact. I believe one of the historical Naumachia that we hear about at the Colosseum was the reenactment of an actual naval battle, and it was between two Greek city-states at the beginning of the Peloponnesian War, hundreds of years before this event, what the Romans would have considered ancient history. Alors oui, c'était très souvent en fait ces nomachie des reproductions de batailles qui avaient déjà existé et dans je crois tous les cas, en fait, il y avait des cités grecques. Donc lui, il parle de la première nomachie organisée par Titus dans le Colisée, où c'était voilà, une reproduction de l'affrontement entre Corinthe et Corcyre. Mais dans la deuxième que Titus va organiser dans un bassin cette fois, ça sera, il me semble, les Athéniens contre Syracuse. Donc voilà, toujours dans un contexte de la guerre du Péloponnèse. Mais par exemple, celle organisée par Auguste, c'était une reproduction entre guillemets de la bataille de Salamine, donc affrontant les Athéniens contre des Perses cette fois. Et puis voilà, il y avait celle de Claude aussi où il y avait des Rhodiens qui étaient mis en scène. Donc voilà, c'était très souvent des Grecs. But anyway, let's keep going. There's Caracalla and Gita. I'll talk a bit more about them in a little bit. Actually, I'll talk about them right here. So here you have two very interesting characters, seem to be important figures in the whole plot of Gladiator 2. And these are the two young emperors, Caracalla and Gita. So let's talk about who they are first before how they are being portrayed right here. So Caracalla and Gita, they're ruling together here it seems, and that would suggest historically only 1 year in history that this Gladiator 2, this sequel is set, which is 211 AD. Alors là, je suis pas forcément d'accord. Donc on nous dit que le film se passe en 211 et ce parce que en fait, on a Caracalla et Geta qui gouvernent tous les deux. Et ça n'arrive que pendant une seule année puisque avant il y avait le père qui gouvernait, Septime Sévère, et que après Geta va se faire assassiner par son grand frère Caracalla, donc il n'y en aura plus qu'un. Cependant, je pense qu'il y a des chances que le personnage incarné par Pedro Pascal soit en fait Septime Sévère. Et ce pour plusieurs raisons. On voit que il conduit le char du triomphe plutôt. Il a la couronne de laurier. Il y a une autre scène où on le voit devant les deux jeunes empereurs. Alors voilà, je sais que quand on regarde sur Google, on voit qu'il incarne un général, d'ailleurs, qui n'existe pas, il me semble. Mais en fait, c'est possible que ce film se passe avant 211, quand Septime Sévère
était encore vivant. Et j'en parlerai un peu plus tard, mais il y a d'autres choses qui corroborent un peu ma théorie. The reason I say that they're only co-emperors for 1 year, because by the end of that year, one of them is dead, and the figure who's dead is the younger brother, Gita. Ils nous mettent sur cette vidéo un bon exemple pratique d'une damnatio memoriae, qui en fait ça veut dire une condamnation à l'oubli. C'était en fait une loi votée post-mortem pour en fait effacer une personne de toutes les archives, mais aussi de toutes les représentations iconographiques. Et là, on voit que la tête de Guetta a été en fait martelée pour qu'elle disparaisse de l'histoire. C'est une loi qui était souvent votée pour les empereurs qui avaient été tyranniques, quoi. Comme par exemple Néron, il me semble, Commode. Mais Commode, sa mémoire sera restituée plus tard. En bref, je vais un peu trop loin. The surviving sources, are not kind to Caracalla and Gita, particularly Caracalla. And one of the reasons for that is because Caracalla is the one who kills his brother. Donc oui, les sources de l'époque, elles sont vraiment pas tendres, hein. Ces sources, c'est surtout Dion Cassius et Hérodien. Donc une des raisons, c'est le fratricide, mais pas seulement, hein. Caracalla, c'est un peu un ennemi des sénateurs, et il y a fort à parier. Donc Dion Cassius, c'est sûr, c'était un sénateur, il a même été consul, mais Hérodien, c'est très probable. Donc il y a toujours un peu cette lutte hein, de caste entre l'armée et les sénateurs. Mais aussi, puisque Caracalla, ouais, il a fait d'autres choses, notamment le massacre des Alexandrins, voilà, qui était une boucherie immense, pour lequel il n'était pas forcément très très populaire, ouais. But what's interesting how they're portrayed here, they're not quite portrayed like that. They're quite portrayed like a Caligula or Nero or an Elagabalus figure. Like the golden armor is there really, it's kind of a Hollywood trope. Donc ouais, en termes de design, les deux princes, c'est un peu n'importe quoi. On a des bustes hein, qui les représentent et qui sont très différents. Mais voilà, ils sont représentés comme ça, comme des fous, ils rigolent comme des hyènes, ils sont en or, ça montre leur cupidité et leur hubris. C'est quelque chose de classique et en fait, on peut pas vraiment en vouloir à Ridley Scott parce que c'est un trope qui en fait est aussi alimenté par les historiens de l'époque, quoi. Cette image d'empereur fou, c'est quelque chose qui est vraiment resté gravé dans les mémoires. J'en parle un peu dans ma vidéo consacrée aux empereurs romains, à la figure de l'empereur romain. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez classique, quoi. Rome has so many subjects. Ooh, naval battle. They can eat Pedro Pascal seems to be an important general for the Romans for them. Alors j'ai une théorie sur ce que pourrait représenter cette bataille en 197 où Septime Sévère, qui a pris le pouvoir suite à la guerre civile déclenchée par la mort de Commode, va partir faire une expédition contre les Parthes et il va prendre leur capitale Ctésiphon. Donc on pourrait imaginer que c'est le siège de Ctésiphon et que voilà, donc l'eau ça serait plutôt le Tigre et pas la mer. Bon, on dirait que c'est la mer, donc je sais pas. Et surtout, on voit du coup notre personnage principal, Lucius, qui est déjà très grand. Si la mort de Commode c'est en 192 et que la prise de Ctésiphon c'est en 197, il aurait fallu 5 ans pour passer de jeune enfant à grand adulte. Ça paraît un peu rapide. Donc ma théorie tombe peut-être un peu à l'eau. Mais ça serait intéressant puisque à la suite de cette victoire contre les Parthes, Septime va revenir à Rome et en 202, il va donc en fait célébrer les 10 ans de son règne, qui ont 9 ans révolus pour nous, mais ils comptaient pas pareil à l'époque, donc ça fait 10 ans pour eux en gros. Il va organiser des immenses jeux, on a notamment Dion Cassius qui est témoin direct, qui nous raconte, qui nous parle de jeux avec plein d'animaux, plus de 700 animaux tués, 100 par jour, donc des sangliers, des éléphants, des lions, des panthères, des autruches, etc. Et donc peut-être que voilà, le film est à propos de ça, de Septime qui rentre pour fêter son triomphe et qui organise tout un tas de jeux, donc notamment une nomachie, même s'il n'y en a pas une. Mais voilà, ça pourrait un peu. Mais en fait, je pense que je me prends beaucoup trop la tête et qu'en fait, Ridley Scott, etc., il en a vraiment rien à faire des considérations de date, etc. Donc ouais, je crois que je me prends beaucoup trop la tête. Slaves into gladiators. So this is Rome. Gladiators into free men. When Paul Mescal Lucius has fallen into slavery, he probably was fighting against the Romans in that battle. And here it was quite interesting, just pause it very quickly because it looks like you've got another provincial amphitheatre, which is good to see. We saw that in Gladiator 1 in North Africa. It looks like they're reviving that there. And it also emphasises a key point that gladiators didn't just fight in the Colosseum. The Colosseum was the biggest arena of them all, but they exported gladiatorial combat to all parts of the Roman Empire from beyond Hadrian's Wall. Actually, yeah, there is an amphitheatre discovered north of Hadrian's Wall, to places such as in the Near East, in the ancient region of Syria. So gladiatorial combat was exported across the entire empire, as is shown here.
Donc ouais, sur ce point, c'est vrai, il y avait du coup des amphithéâtres dans les provinces, dans le sud de la France, on le sait bien, hein, avec par exemple Nîmes, Arles, etc. Ensuite, voilà, pour ce qui est des combats gladiateurs organisés un peu partout, notamment en Bretagne, en fait, on a très peu de sources. Notamment en Bretagne, donc la Grande-Bretagne actuelle, hein, on a retrouvé un pot, je crois que c'est une urne funéraire avec une représentation iconographique de combats gladiateurs. On a peut-être retrouvé 2 amphithéâtres, c'est vraiment pas grand-chose. C'est assez difficile en fait de quantifier à quel point ce modèle de gladiateur était exporté dans toutes les provinces romaines. En tout cas, quand on voit la liste des amphithéâtres, qui étaient quand même des endroits dédiés pour les combats gladiateurs et autres, hein, pas que, mais notamment pour les combats gladiateurs, si on regarde la liste, on voit qu'ils sont voilà, surtout en Italie, pas mal en France, enfin en Gaule, mais que bon, plus on s'éloigne, j'ai l'impression, et moins on en trouve. Mais bon, je sais pas, je suis pas non plus expert sur le sujet. From the start. Did you now? Rage. That rage is your gift. Going to be a rower. Rowers weren't slaves, largely weren't slaves in Greco-Roman times. Interesting also to highlight quick. He's kind of very much reenacting Maximus running out of the pit. Ah, okay. Right, yes. Sadly, we do not have any records for the rhino-riding gladiator, the Rhinomachos, because I'm afraid they did not exist. Donc oui, non, le gladiateur rhinocéros n'a très probablement pas existé, hein. Il y avait des rhinocéros hein, qui étaient importés. En fait, il faut savoir que ces chasses, donc où des gladiateurs spécialisés, des Unaciaux, affrontaient des animaux, c'était quelque chose de très populaire. Et on faisait vraiment venir tout un tas d'animaux de tout l'Empire. Donc je vous en ai un peu parlé avec la citation de Dion. Donc voilà, des autruches, des ours. Voilà, on a cette scène aussi qui est racontée, il me semble aussi par Dion, où Commode va tuer 100 ours en une journée. Donc assez dingue. Alors bon, il va les tuer, il sera en hauteur et il va tirer à l'arc dessus, hein. C'est pas très héroïque. Mais vraiment tout un tas d'animaux, c'était quelque chose de très populaire. Et on a ouais, des apparitions des rhinocéros. Dion en parle. Il me semble ouais, Dion en parle pour une chasse donnée, il me semble, c'est Caracalla qui donne la chasse. Et il me semble aussi qu'on a des représentations iconographiques qui montrent des rhinocéros dans l'arène. Mais avec quelqu'un dessus, ça non. Ça non, c'est un peu over the top. It's Connie Nielsen reprising her role as Lucilla once again. Lucilla, in truth, was actually long dead by this point. Ah yes, the throw dust in front of a rhino trick. Whose head could I give you that would satisfy this fury? Donc là, on a Macrin qui est incarné par Denzel Washington, qui a plutôt la classe. Donc Macrin, c'est un préfet du prétoire, donc le chef de la garde prétorienne de Caracalla, qui s'est illustré sous Septime et qui en fait, un peu alerte spoiler encore, va prendre le pouvoir plus tard en assassinant. Il y a de grandes chances qu'il ait assassiné Caracalla, du moins, alors qu'il était en campagne en Orient. General will do. So it looks like there's going to be a conflict between Pedro Pascal and Lucius, which is cool. So that's interesting. So this is the development of Macrinus's character. So he's more than it seems than just a Proximo, making interesting deals with the Senate, which is quite cool because it'd be good to see how the Senate are depicted in this movie. Bah alors là, c'est là où ma théorie tombe un peu à l'eau. Pourquoi Pedro Pascal, s'il incarne Septime Sévère, se bat dans l'arène? Bah je sais pas, ouais, non. Peut-être que j'ai vraiment dit n'importe quoi de A à Z, mais j'y crois à ma théorie. J'y crois. This ring belonged to Maximus. Good references to Maximus. The armor of Maximus, there's no historical precedent for it, absolutely. It's completely Hollywood armor, but it is still cool, so I think it will be very much interesting to see Lucius wearing that. Macrinus seems to have a big army outside the gates of Rome. Caracalla, thumbs down. Yeah, a bit more of a debate now whether thumbs down meant executes, or actually some now argue that actually a thumbs up by the emperor was more likely a sign of kill the person. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pouce? Clarifions les choses une bonne fois pour toutes. On a deux occurrences qui nous parlent de ce pouce tourné, de ce pouce renversé. C'est Juvénal dans les Satires et aussi Prudence dans le Contre Simnac. Donc en fait, le terme qui est utilisé, c'est verso policé. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire verso policé? Eh ben en fait, c'est très compliqué, ça a fait couler énormément d'encre. Il y a plusieurs traductions possibles. Il y a pouce tourné, mais ça peut être aussi pouce tendu ou
pousse vers, en fait, on sait pas vraiment et c'est pas très, très important. Il y a des choses qui sont plus avérées. Par exemple, il semblerait que pour demander la grâce d'un gladiateur, mais en fait, on agitait un mouchoir blanc. Donc ça, il me semble que c'est plus avéré. Je vous mets un article qui parle en fait de la communication dans les amphithéâtres, puis c'était quelque chose d'assez important et d'assez établi. Il y avait plusieurs systèmes de communication avec des pancartes, etc. Et je pense que voilà, cette histoire de pouce, au final, de ce débat-là, on s'en fout un peu. C'est plus intéressant d'approfondir ces questions de comment fonctionnait la communication dans un colisée. Et ça ne passait évidemment pas que par des pouces, ça passait par la musique, etc. Strength and honor. Rome treats its heroes. Of interest. The big fight, Lucius versus that key Roman general played by Pedro Pascal. Fighting at the end with that big javelin weapon too. Wow, quite a trailer. I must admit, for an epic movie, I cannot wait to go and see this. J'ai vu des gens se plaindre qu'il y avait du rap dans le trailer. Je trouve ça marrant, quoi, parce que vraiment, c'est un blockbuster et je trouve que le présentateur est vraiment chouette parce qu'il est dans cette démarche-là et il sait que c'est pas une reconstitution, qu'il faut pas y attendre vraiment une précision de dingue. On est vraiment dans un show, dans du spectacle. C'est un blockbuster américain. Le but, c'est pas d'être très précis historiquement, c'est de vendre des tickets. Et en fait, c'est assez rigolo puisqu'il y a une mise en abîme, puisque le but en fait de ces combats de gladiateurs, etc., c'était bien ça, c'était le show, c'était le spectacle. Et du coup, il y a vraiment une espèce ouais, de en abîme assez intéressante, je trouve, entre le spectacle de l'ancien temps et le spectacle maintenant moderne, mais qui prend des tropes du temps d'avant, quoi. Même si évidemment, on est plus dans de la fantaisie que dans de l'historique. Mais bref, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Pour conclure, c'était chouette, hein. Franchement, je trouve que le présentateur est vraiment bien. J'avais pas grand-chose à redire. Moi-même, je suis pas un expert, donc n'hésitez pas à réagir à ma vidéo de moi qui réagit à quelqu'un qui réagit à un trailer, ou juste à me mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. J'ai pu dire des bêtises, évidemment. Je vous retrouve très très bientôt avec une vidéo qui va parler de la mort des empereurs romains. Je l'ai déjà écrite, je vais bientôt la tourner et je pense que ça va être très sympa et j'espère que ça va vous plaire. À très bientôt, merci beaucoup.